Bon, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de Force Jeunesse. Je vous rappelle que vous avez 10 minutes pour faire votre exposé. Nous procéderons ensuite à l'échange, à la période d'échange avec les membres de la commission. Je vous invite donc à vous présenter en première barre, puis ensuite à commencer votre exposé. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à l'ensemble des membres de la Commission de prendre le temps de nous écouter aujourd'hui. On est très heureux de vous parler de retraite. C'est pas toujours qu'on entend parler les jeunes de retraite. Je pense qu'on saura vous démontrer que c'est une question qui préoccupe les jeunes et qui est très importante pour notre société. Alors d'abord, se présenter brièvement. Mon nom est Simon Tellez, président de Force Jeunesse. Dans la vie de tous les jours, je fais autre chose. Je travaille à l'Association des ressources intermédiaires en hébergement du Québec comme conseiller stratégique et comme avocat. Ça fait 6 ans que je m'implique à Force Jeunesse sur le conseil d'administration, 3e année à la présidence. Et c'est vraiment en m'impliquant à Force Jeunesse que j'ai appris à m'intéresser à l'enjeu des retraites, que j'ai compris à quel point c'est une institution de solidarité sociale importante dans notre société. Et donc, on est très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je vais laisser mes collègues se présenter également. Donc, bonjour, Lauriane Derry, vice-présidente exécutive chez Force Jeunesse. Moi, ça fait 3 ans que je m'implique bénévolement chez Force Jeunesse. Et dans la vie de tous les jours, je suis conseillère principale affaires publiques et gouvernementales chez Boralex. Bonjour, Eliane Racine, vice-présidente au contenu chez Force Jeunesse. C'est ma 3e année en poste. Dans la vie de tous les jours, je fais un doctorat en relations industrielles à l'Université de Montréal. Et dans mon cas, le sujet des rentes puis du RRQ m'intéressait tellement que j'en ai fait une maîtrise à l'université. Pour que vous situiez bien notre propos aujourd'hui, la mission de Force Jeunesse, c'est vraiment de défendre les droits et les intérêts de la jeunesse en matière de politique publique. Donc, c'est pour ça que la question des retraites nous préoccupe tout particulièrement. C'est la 2e fois en peu de temps qu'on a la chance de s'adresser à la Commission sur la question des retraites. On avait aussi présenté un mémoire dans le cadre du projet sur les régimes à prestations cibles. On avait notamment émis des préoccupations au niveau des clauses de disparité de traitement. Puis on remercie le gouvernement pour le travail qui a été fait sur ce dossier-là. Il y a une démarche assez claire qui a été annoncée avec l'ensemble des parties prenantes pour les éliminer. C'est un enjeu sur lequel Force Jeunesse a été mobilisé historiquement. Maintenant, j'aimerais commencer par vous parler un peu des jeunes et de la réalité de la retraite. On a, je vous l'ai dit un peu en introduction, la conception que la retraite, c'est quelque chose qui est éloigné des jeunes. Bien, je vous confirme que ce n'est pas le cas. Vous verrez dans notre mémoire, on fait référence à quelques statistiques. On voit que les jeunes demandent, parmi leurs conditions de travail auprès de leurs employeurs, d'avoir accès à des régimes complémentaires de retraite en très grande partie. Pour eux, c'est une condition qui est importante. Et on voit aussi dans leur pratique d'épargne que la plupart d'entre eux ont commencé, enfin, bon nombre d'entre eux, à cotiser à des régimes enregistrés d'épargne retraite. Alors, c'est un enjeu qui les préoccupe, même si l'échéance de la retraite peut sembler parfois un peu loin. Par contre, ils n'ont pas toujours tous les outils pour s'engager pleinement dans la gestion des régimes de retraite. On aura des recommandations à vous faire à cet effet. Dans cette perspective-là, notre mémoire va s'intéresser principalement au tenir compte plutôt de 2 grands principes. Le premier, celui de vieillir dans la dignité, et le deuxième, qui guide l'ensemble de nos interventions chez Force Jeunesse, l'équité intergénérationnelle. Je vais donc laisser ma collègue Eliane vous présenter les réponses aux questions très précises de la consultation. Merci, Simon. D'entrée de jeu, je vous dirais qu'on ne passera pas l'ensemble des recommandations dans le cadre de notre présentation, mais ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions par rapport à ce qui est présenté dans notre mémoire. Présentement, avec les données qui nous ont été fournies dans le document de Retraite Québec, nous ne sommes pas convaincus de la nécessité d'augmenter l'âge de la retraite dans le régime des rentes pour assurer l'équité intergénérationnelle. On tient d'abord à rappeler que le régime des rentes est en bonne santé financière si on se fie aux informations qui nous ont été données, et c'est en grande partie grâce aux décisions qui ont été prises par les générations qui nous précèdent. Dans un deuxième temps, on peut voir dans le document de Retraite Québec que les retombées pour la marge financière résiduelle du régime de base sont d'au plus 0,08 %, alors que pour les régimes supplémentaires, on parle de 0,14 % en fonction des scénarios. L'analyse qui nous a été présentée ne comprend pas non plus les coûts qui sont associés ou les bénéfices à les pistes de réflexion concernant la bonification, par exemple, au niveau des prestations ou à la reconnaissance de certaines périodes, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de vous dire quel impact potentiel ça pourrait avoir sur le financement du régime de mettre en place ces mesures-là, bien qu'on soit en faveur d'une bonification.
Le régime des rentes s'inscrit dans un tout, mais ce n'est pas le seul facteur qui va déterminer l'âge à laquelle on prend notre retraite. Les conditions sur le marché du travail, dont l'agisme envers les personnes âgées, les interactions avec les autres programmes sociaux, la réalité familiale, l'accès à un régime complémentaire de retraite, la trajectoire de vie professionnelle et les caractéristiques socio-économiques sont tous des facteurs qui peuvent influencer la décision et la capacité de prendre sa retraite. C'est donc dans cette perspective qu'on croit que l'augmentation de l'âge de la retraite ne mènera pas nécessairement à une augmentation de la participation au marché du travail chez les personnes de plus de 60 ans. Dans cette perspective, nous sommes d'avis que l'âge minimal de la retraite devrait être maintenu à 60 ans, mais que l'âge maximal de la retraite pourrait être augmenté à 72 ans afin de permettre aux personnes qui désirent travailler plus longtemps de le faire. Je vais maintenant céder la parole à ma collègue Lauriane. Donc, le document de consultation s'intitule « Un régime adapté aux défis du 21e siècle » et on vous prend au mot. Donc, on a identifié 3 grands défis qui, pour nous, sont importants à prendre en considération dans la réflexion. Le premier défi, c'est le vieillissement de la population. C'est une réalité qui nous préoccupe beaucoup chez Force Jeunesse, car le vieillissement de la population met une pression sur les finances publiques, sur le marché du travail, sur tous les autres pans de la société et sur l'ensemble des générations. On le disait tantôt, les conditions de retraite dépendent de l'ensemble de nos conditions de travail et de vie. Donc, on ne peut pas limiter les discussions uniquement sur les régimes de retraite et avec une seule génération. C'est pour cette raison qu'on propose de créer un espace de concertation qui pourrait prendre la forme d'un conseil des partenaires pour réunir autour d'une même table des acteurs de différents secteurs et de différentes générations pour aborder l'enjeu de la retraite de manière intersectorielle. Le deuxième défi qu'on a identifié, c'est celui de la crise climatique. C'est un des enjeux majeurs d'équité intergénérationnelle et le gouvernement a le devoir de saisir toute opportunité pour faire une différence dans notre lutte collective contre les changements climatiques. Nos décisions d'investissement sont de réels leviers qui peuvent faire la différence et c'est pour cette raison qu'on souhaite qu'il y ait une évaluation du risque environnemental associé au régime. Notre troisième défi identifié et non le moindre, c'est celui de la sécurité financière à la retraite. Nous avons identifié 2 moyens pour renforcer la sécurité financière des individus. Le premier, ce serait de mettre en place un régime, soit des régimes sectoriels ou un régime de retraite québécois volontaire qui serait géré par Retraite Québec. Aujourd'hui, le risque repose beaucoup plus sur les épaules des individus qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour investir adéquatement dans leur retraite. Ça permettrait notamment de pallier aux difficultés liées au changement d'employeur, de réduire l'individualisation des risques et d'assurer une plus grande sécurité financière à la retraite. Le deuxième moyen serait d'augmenter la littératie financière. À cet effet, les défis sont doubles. Tout d'abord, on réalise qu'il y a un manquement en matière d'éducation sur la retraite. Et deuxièmement, il est difficile d'accéder à l'information, ce qui limite notre capacité d'émettre des recommandations basées sur des données probantes. Il est donc essentiel de fournir les outils nécessaires pour permettre aux gens de comprendre le système de retraite et de prendre des décisions individuelles et collectives éclairées. Je repasse la parole à mon collègue Simon Tellez. Donc, en terminant, on voit que les décisions qui sont prises en matière de retraite n'influencent pas seulement les personnes à la retraite ou les personnes à l'aube de l'être. Elles ont un impact sur l'ensemble des parties prenantes de la société. Et c'est important dans les propositions qu'on formule, dans les solutions qu'on trouve, de se questionner sur l'impact des mesures, justement, sur l'ensemble de la société. Et si on veut renforcer la sécurité financière à la retraite, c'est important d'agir dès maintenant. Parce qu'après tout, les jeunes d'aujourd'hui sont les retraités de demain. Alors, on est prêt, Madame la Présidente, à accueillir les questions de la Commission. Merci pour votre écoute. Bien, je vous remercie pour votre exposé. Nous allons maintenant commencer la période d'échange. Donc, Monsieur le ministre, la parole est à vous. Merci, Madame la Présidente. Alors, juste question de terminologie, là, parce que vous avez parlé qu'on proposait de modifier l'âge de la retraite, là, juste pour être précis, parce que ça aurait pu être une proposition, mais nous ne proposons pas de modifier l'âge de la retraite. L'âge de la retraite pour obtenir la pleine rente du régime des rentes demeure à 65 ans. Oui. Tout le monde s'entend là-dessus? Oui, oui. Puis on parle vraiment de l'âge minimal puis de l'âge maximal. D'accord. Ce que nous proposons de modifier, c'est l'âge minimal, et maximal pour
avoir droit au régime des rentes. Et notre objectif, évidemment, c'est la sécurité financière des Québécois. Et selon les mécanismes d'ajustement actuels, ou que d'autres appellent des pénalités, la rente est de 36 % inférieure lorsque vous prenez votre retraite à 60 ans versus 65 ans. Donc, c'est probablement l'élément qui a suscité le plus de discussions aujourd'hui. On aura des intervenants demain, je crois, qui vont appuyer, mais je dois être honnête avec les membres de cette commission. On n'en a pas entendu beaucoup aujourd'hui. Alors, j'en prends acte. C'est pour ça qu'on fait des consultations. Peut-être vous pourriez, puisque c'est l'élément central, celui qui a suscité le plus de discussions aujourd'hui, nous réexpliquer pourquoi vous n'êtes pas en faveur de cette proposition. Oui, mais d'abord, je pense qu'il faut reconnaître qu'on n'est pas tous et toutes égaux face à notre capacité à prendre la retraite à un certain âge. J'entendais les personnes qui étaient là avant nous parler de la pénibilité du travail. Donc, c'est certain que l'emploi qu'on occupe peut influencer notre capacité à pouvoir rester plus longtemps sur le marché du travail. Puis le coût individuel de demander à cette personne-là de rester plus longtemps sur le marché du travail peut être important. Ensuite, je pense que quand on parle d'augmentation de l'espérance de vie, il faut être conscient aussi qu'il y a l'espérance de vie et l'espérance de vie en santé. Puis à ce niveau-là, encore une fois, il y a des inégalités qui ne commencent pas nécessairement à la retraite, mais qui vont perdurer à la retraite. Ce qui veut donc dire que, par exemple, les personnes qui sont dans des quintiles plus élevés ou les personnes qui ont un niveau d'éducation supérieur vont généralement être favorisées par rapport à des personnes qui sont dans les quintiles inférieurs. On sait qu'en matière de retraite, les conditions de travail auxquelles on va avoir accès, l'accès à un régime complémentaire de retraite, sont souvent liées à des conditions d'emploi pour des emplois qu'on va appeler de meilleure qualité et donc qui sont liées, là, entre autres, à l'éducation. Ce qui veut donc dire que pour les personnes qui sont dans les quintiles inférieurs, augmenter les pénalités, le facteur d'ajustement, là, comme vous voulez l'appeler, mais ça peut avoir un impact réel là, sur les revenus de ces individus-là. Puis après, je pense que la question aussi qu'on doit se poser, c'est dans une perspective où augmenter l'âge de la retraite ne dépend pas uniquement du régime des rentes du Québec, mais je pense qu'on peut se demander pour les personnes qui n'ont pas nécessairement des difficultés financières, est-ce que le fait d'augmenter la pénalité va faire en sorte que ces personnes-là ne prendront pas leur retraite ou ça va plutôt faire en sorte qu'ils vont prendre leur retraite, mais demander leur régime des rentes à 65 ans? Puis si c'est le cas, mais ça veut dire qu'encore une fois, les personnes qui vont être davantage affectées par cette mesure-là, ce sont les personnes qui occupent des emplois là, qui peuvent être plus pénibles ou qui n'ont pas nécessairement la capacité là, de pouvoir prendre leur retraite, donc qui vont rester plus longtemps sur le marché du travail, mais pas nécessairement vivre plus longtemps par après. Je veux préciser qu'au niveau des facteurs d'ajustement, la raison que cette proposition-là est dans le cahier de consultation, c'est que les autres propositions vont toutes consommer de la marge de manœuvre du régime. Et en fait, si on prenait tout ce qui est proposé, il n'y aura plus de marge de manœuvre financière. Et là, on en a rajouté aujourd'hui prestations au décès, puis etc., etc. La prestation au décès, en passant, c'est extrêmement dispendieux. C'est pas dans le document de consultation, mais il y en a qui en ont parlé. C'est que si on prend tout ce qui nous intéresse et qu'on consomme la marge de manœuvre, il va falloir rétablir une marge de manœuvre. Et donc, l'harmonisation des facteurs d'ajustement avec le régime de pension du Canada pourrait permettre de redonner une marge de manœuvre. Alors, je pense, je veux dire, j'ai pas besoin d'une consultation pour savoir si augmenter les facteurs d'ajustement, ce serait apprécié. Je pense que non. Mais c'est parce que on est dans un régime
qui est financé par les travailleurs et les employeurs. Et puis, si on consomme toute la marge de manœuvre du régime, il va falloir rétablir une marge de manœuvre du régime. Et on a proposé ce facteur-là parce qu'on n'est pas harmonisé avec le régime de pension du Canada, c'est-à-dire que les pénalités sont plus élevées dans le régime et qu'on a la mobilité de main-d'œuvre au Canada et qu'on veut que les gens puissent se promener d'un régime à un autre. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a beaucoup parlé de la pénibilité des emplois, puis c'est un terme qui est très présent dans le débat en France. C'est important de clarifier que le régime des rentes n'a pas été conçu pour cet aspect-là du travail. C'est le troisième palier de notre régime de retraite à 3 paliers au Canada qui est supposé tenir en compte ça. Donc, on vient demander au régime des rentes de faire face à la pénibilité des emplois. Or, il n'a pas été conçu pour ça. Or, il est indéniable, je n'ai pas entendu personne aujourd'hui dire qu'il est, d'un point de vue financier, une bonne idée de prendre son régime des rentes à 60 ans au lieu de 62 ans. C'est indéniable que vous êtes pénalisé financièrement à long terme, à moins que votre espérance de vie soit inférieure à 10 ans. Dans ce cas-là, je concéderais, mais comme on regarde l'intérêt général du régime, je serais prêt à dire que ces cas particuliers-là d'espérance de vie plus courte, puisqu'on, dans la plupart des cas, on ne sait pas que notre espérance de vie est plus courte, il n'est pas optimal financièrement dans à peu près tous les cas de prendre sa retraite à 60 ans, parce qu'on va vivre. Et là, c'est important aussi de dire que la proposition de passer de 60 à 62 ans, c'est pas à la fin des audiences de la commission, là. C'est en 2030. Et en 2030, l'espérance de vie sera 9 années plus longue. Puis pour les femmes, c'est encore plus, parce que 9 années, c'est la moyenne, que lorsque le régime a été conçu. Alors, on aurait 9 années d'espérance de vie de plus. Et à ça, il faut ajouter le fait que les gens étudient en moyenne 3 ans de plus. Donc, 12 années de plus sans accumuler des revenus et on ne toucherait pas à l'âge d'admissibilité. Fait que bref, le statu quo, c'est une option. Moi, j'ai rien contre le statu quo, mais lorsqu'on choisit le statu quo puis que le temps passe, bien, il est possible qu'on recule. Parce que l'espérance de vie s'est allongée de 9 ans, puis la période d'études s'est allongée de 3 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont venus ici aujourd'hui pour favoriser le statu quo, mais le statu quo, lorsqu'on regarde l'évolution du régime, les conditions autour du régime, elles, ont évolué. Mais j'ai bien compris, vous êtes contre le report à 62 ans en vertu de la pénibilité, la possibilité que certains emplois aient une pénibilité telle qu'il ne soit pas possible de travailler entre 60 et 62 ans. Peut-être réagir à certaines des choses que vous avez mentionnées. D'abord, comme je l'ai mentionné dans notre introduction, on est extrêmement conscient que des bonifications de régime, ça implique qu'en quelque part, il faut de l'argent pour financer ces bonifications-là. Mais comme on vous l'a mentionné, malheureusement, dans le document de Retraite Québec, on a uniquement les impacts ou les retombées potentielles pour les mesures qui touchaient l'âge de la retraite ou les facteurs d'ajustement. Donc, c'est difficile pour nous aujourd'hui de vous dire, mais les facteurs d'ajustement, c'est la réponse à la solution pour financer les autres programmes parce que les données, on ne les a pas pour prendre cette décision-là. Ensuite de ça, concernant le 3e palier, on l'a mentionné, il y a de moins en moins de personnes qui ont accès à un régime complémentaire de retraite. Donc, à moins de rendre obligatoire les régimes complémentaires de retraite dans les entreprises au Québec, ce qui, je pense, pas va faire le bonheur de tous les patrons, il faut qu'on trouve une façon de pouvoir pallier au risque qui est créé pour ces travailleurs-là.
Ensuite, concernant l'entrée tardive des jeunes sur le marché du travail, j'aimerais juste amener à votre attention qu'il y a plus de la moitié des jeunes qui travaillent pendant leurs études. Puis à partir de 18 ans, qu'on soit dans un emploi à temps partiel ou à temps plein, on cotise au régime des rentes, ce qui veut dire que ces périodes-là, pendant nos études, risquent fort probablement de se retrouver dans les périodes là, qui vont être enlevées parce que ça va être des périodes où on a moins cotisé. Puis donc, quand on prend pour acquis qu'on rentre à 18 ans, puis qu'on travaille durant nos études, ça veut dire qu'à 25 ans à peu près, là, il faut commencer à faire les salaires qui vont compter pour notre régime des rentes. Puis que si je prends ma retraite à 65 ans, bien, ces années-là, je ne dois pas avoir de période où je tombe au chômage ou des périodes où je suis en retrait complet du marché du travail parce que j'ai une réorientation professionnelle. Parce qu'encore une fois, c'est une période où je vais avoir des cotisations là, qui vont avoir été moins élevées, donc qui vont avoir un impact sur mon revenu de retraite. Alors, je pense que quand on prend en considération ces différents facteurs-là, c'est vrai que de ne pas augmenter l'âge minimal de la retraite peut avoir un facteur décisionnel pour les individus, mais je pense que les autres aspects de la vie de l'individu, comme sa trajectoire de vie sur le marché du travail, le fait qu'on rentre plus tardivement, ce sont des facteurs qui vont probablement nous pousser à prendre notre retraite plus tard. Je ne pense pas qu'on peut baser l'âge de la retraite actuelle comme source de confiance pour dire bien, les jeunes vont prendre leur retraite à l'âge de la retraite qui est aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte qui vont faire en sorte que peut-être qu'on ne prendra pas la même décision que nos parents en matière de retraite. Merci. Est-ce que vous... En fait, je ne vous ai pas entendu vous prononcer sur les cotisations facultatives à 65 ans. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Bien, là-dessus, on est ouvert à la proposition là, d'avoir des cotisations facultatives. Nous, on proposait de le rendre facultatif du côté du travailleur pour éviter là, de créer des disparités de traitement d'un point de vue des employeurs, dans le sens où il serait plus avantageux d'embaucher quelqu'un de plus de 65 ans parce que les charges sociales seraient moindres. Mais on est ouvert là, à l'idée que les cotisations puissent être facultatives à plus de 65 ans. En fait, Madame la Présidente, il y a plusieurs personnes qui ont suggéré là, que ce soit facultatif seulement pour le travailleur. J'aimerais, si vous permettez, avec le consentement des oppositions, que l'actuaire de Retraite Québec nous parle là, des implications pour le régime et pourquoi ce serait difficile de faire ça. Est-ce qu'on a consentement? Merci. Monsieur Terrien. En fait, lorsqu'un un retraité de plus de 65 ans travaille, il va cotiser, son employeur cotise, il va recevoir par la suite, l'année qui suit, un supplément viager de rente. Si le supplément est basé sur les deux cotisations, les deux parts, donc c'est sûr que ça impliquerait du développement si on enlevait, on permettait que la part du travailleur soit facultative, mais que la part de l'employeur soit toujours obligatoire. Ceci étant dit, il y a probablement une solution quand même qui est possible, là, mais il y a un enjeu évident. Là. Définissez-nous un peu plus l'enjeu, parce que ça fait plusieurs personnes qui suggèrent ça aujourd'hui. Là. L'enjeu, je crois, c'est qu'on ça n'existe pas pour l'instant. Pour l'instant, on a une cotisation salariale, on a une cotisation employeur et on verse un supplément. Donc, il faudrait développer... Mais est-ce que c'est un enjeu technologique ou un enjeu d'équité retraité-travailleur? Non, je ne pense pas que c'est un enjeu d'équité. Non. OK. Donc, c'est une question que le régime n'a pas été conçu pour ça. Le régime, présentement, ne le fait pas, mais c'est probablement possible de le développer une telle mesure. Quand vous dites le développer, ça veut dire l'analyser, estimer le coût, oui, puis faire le tour des parties prenantes, consulter tous nos grands talents qui étudient en actuariat à l'Université Laval, et faire tourner ça dans l'Institut avec des actuaires canadiens, puis revenir avec un estimé du coût. Et de la praticabilité, puis la compatibilité avec le régime de pension du Canada. Oui, exact. OK. Bon, on a du travail.
Merci, Madame la Présidente. Je pourrais passer la parole à mes collègues. Je cède la parole au député de René Lévesque. Je vais aller rapidement parce que je vais laisser du temps à mon collègue. Combien il nous reste de temps? 1 minute, mais 52 secondes. Je te laisse, vas-y, go. Bon, ben, on passe la parole au député d'Hartford. Merci, chers collègues. Moi, j'avais une question. Vous avez mentionné tantôt que, selon vous, ça ne créerait pas d'impact au niveau de la main-d'œuvre, au niveau de l'emploi, de passer de 60 à 62. Puis, il faut bien considérer là, qu'il y a un 36 il y a un écart. J'aurais tendance, sans catégoriser, mais à penser que ça peut avoir un impact sur le marché noir, sur ce qui n'est pas... parce qu'au niveau, quand même, une différence, là, expliquez-moi ça, pourquoi ça n'a pas d'impact au niveau de l'emploi, selon vous? Je pense pas que ça n'aura pas du tout d'impact, mais je pense que l'impact va probablement pas être aussi grand que ce qu'on s'attend, notamment parce que quand on regarde les données, puis il était écrit dans le document de consultation de Retraite Québec, il y a de plus en plus de personnes qui sont encore en emploi, qui demandent leur compte. Conclure. Oui, bien c'est Je vais maintenant céder la parole au député de Marguerite Bourgeois. Merci, Madame la Présidente. Merci, Fort Jeunesse, d'être ici parmi nous aujourd'hui. Je trouve ça fort intéressant. J'ai pris quelques points là, sur ce que vous avez mentionné. Je voulais juste parler du risque environnemental dans le placement du régime des rentes. Donc, la gestion, en fait, de la caisse là, en tant que tel. Donc, vous aimeriez avoir une influence, vous aimeriez qu'il y ait une influence sur les politiques de placement qui, la Caisse des dépôts, qui gère le régime des rentes. Vous voulez qu'on soit plus ESG, c'est ça? En fait, je pense qu'on peut déjà souligner là, que la Caisse de dépôt et de placement du Québec a quand même une politique de développement durable là, qui est bien établie. Mais je pense qu'il y a une différence entre évaluer c'est quoi l'impact des changements climatiques sur les placements qu'on a, un peu comme on fait quand on fait l'évaluation actuarielle du régime en ce moment. On évalue est-ce que le régime va être soutenable sur 50 ans, mais on sait que les changements climatiques peuvent influencer nos placements, puis peuvent influencer le rendement des placements. Donc, l'idée, c'est d'évaluer dans quelle mesure est-ce que notre régime réagit aux changements climatiques. Puis, on n'est pas... on a peut-être l'air nouveau là, en faisant cette proposition-là, mais sachez qu'en Europe, l'année dernière, il s'est fait une grande évaluation. Là, ils ont fait le Climate Stress Test, donc pour évaluer à quel point est-ce que les régimes vont résister aux politiques. Puis les changements climatiques, ce n'est pas que les changements, c'est aussi comment est-ce qu'on réagit aux politiques d'adaptation puis de mitigation des changements climatiques qui vont avoir aussi une influence sur les différentes industries. Je trouve ça super intéressant, effectivement, ce qui a été fait dans le passé, le Climate Stress Test. Je ne sais pas si la Caisse de dépôt utilise ce mécanisme pour faire leur placement à long terme dans leur politique ESG, mais je sais cependant que la Caisse a une approche définitivement environnementale, mais ceci étant dit, je trouve ça vraiment intéressant que vous abordez ce point-là. On parlait d'équité intergénérationnelle. Pour moi, c'est super important dans plusieurs facteurs, évidemment. La courbe démographique étant ce qu'elle est, vous allez avoir à prendre soin de plus en plus de vieux plus tard, malheureusement pour vous. Mais la réalité, c'est que l'idée de pouvoir avoir une certaine flexibilité dans le régime des rentes et de justement pouvoir vous permettre de justement être capable d'avoir de quoi plus tard là, qui va être à la hauteur en vous offrant les services. Donc, je voulais juste vous entendre, parce qu'éventuellement, à un moment donné, une question de choix. J'entends le ministre qui dit que le coussin, il faut qu'on se le garde. Je suis d'accord avec lui qu'on se doit d'avoir tout le temps un coussin parce qu'on l'a vu, il y a déjà 8 ans de ça, en 2014, il y a eu une revisite qui a été faite sur comment contribuer. Donc, tout le monde a eu à mettre l'épaule à la roue là-dessus. C'est pas quelque chose qui est souhaitable de faire ça. Donc, j'aimerais ça vous entendre.
si supposons que, par exemple, disons, il y aurait une certaine flexibilité d'être capable de pouvoir soutirer l'argent en tant que bénéficiaire à partir de l'âge de 62 ans, que ça soit comme l'objectif, mais que pour les personnes qui, pour des raisons physiques, ne peuvent plus travailler à partir de, disons, 60 ans, si la flexibilité est encore là, pour vous, ça, c'est satisfaisant? Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait être souhaitable. Encore une fois, c'est un peu dur de se prononcer quand on n'a pas vu les chiffres ou de quoi aurait l'air la proposition en tant que telle, mais a priori, oui, on pourrait être favorable à ça. Puis je pense que Simon l'a mentionné en introduction, mais pour nous, le régime des rentes du Québec, il y a deux choses qu'il faut tout le temps garder en tête. De un, c'est on veut s'assurer qu'on permet aux personnes âgées de vieillir dans la dignité. Puis dans un deuxième temps, il ne faut pas que ça se fasse ou que les décisions du régime se fassent en étant une génération qui prend une décision sur le dos de l'autre. Donc, je pense que l'idée, c'est tout le temps de pouvoir faire l'analyse de quel sera l'impact sur les différentes générations puis sur les différents groupes dans une même génération. C'est intéressant. Un autre point que vous avez mentionné tantôt, j'ai trouvé ça vraiment, vous m'avez en fait très éclairé là-dessus, là, OK? L'âgiste inversé, si je peux dire, d'une certaine façon, dans le sens que ce que vous disiez, c'est que c'est pour faire attention, si on enlève les contributions pour les travailleurs au-dessus de 65 ans, ça va peut-être motiver des employeurs à ne pas employer des gens de 64 ans et donc de 55 ans. Et ils vont peut-être aller plutôt chercher des gens de 65 ans parce que ça leur coûte moins cher. Donc, c'est de l'âgisme inversé, si on peut dire, d'une certaine façon. En fait, ça me permet de rebondir sur ce que le ministre a dit. Là, on est ouvert à l'idée que les travailleurs, à partir de 65 ans, la cotisation puisse être optionnelle, mais s'il n'y a pas de façon de le faire, que ce soit d'un point de vue technique ou autrement, il faut être conscient que ça crée un incitatif financier pour des employeurs d'embaucher un travailleur de plus de 65 ans par rapport à un travailleur plus jeune parce qu'il n'aurait pas de cotisation à payer. Donc, est-ce que c'est une disparité de traitement? On peut en débattre, mais ça crée une situation où il y a un risque qu'un travailleur soit préféré à un autre sur la seule base de son âge à cause d'un incitatif financier. Donc, on a une certaine réserve là, face à cette mesure-là si on n'est pas capable de solutionner la portion qui a un avantage pour l'employeur. Mais on est d'accord là, que le retraité puisse, que la cotisation puisse être optionnelle. Pour nous, c'est pas problématique. Mais c'était un angle que j'avais comme pas vu, j'avais pas perçu, mais je trouve ça super intéressant que vous l'amenez en espérant que ça ne devienne pas un arbitrage d'une certaine façon. Combien de temps qu'il nous reste? 6 minutes. 6 minutes, OK. Donc, OK, alors, ma collègue va vous parler de prestations cibles, l'âge de 62 ans. Le comité partenaire ou l'espèce de votre point de vue, vous, là, vous voyez ça comment? Parce que si on s'embarquait dans quelque chose comme ça, pour votre génération, là, ça serait quelque chose qui serait un mécanisme quelconque. Est-ce que vous voyez ça de façon comme annuelle? Est-ce que vous voyez ça, au lieu de faire une commission comme on fait en ce moment de 3 jours, est-ce qu'on reçoit tout le monde? Quel genre de mécanisme auriez-vous en tête là, pour, disons, avancer plus rapidement le processus, mais de façon annuelle? Mais je pense que là, quel format devrait prendre le conseil, ça peut prendre toutes sortes de formes, puis on pourrait être d'accord avec différentes formes, mais on peut prendre l'exemple de l'Alberta où on a adopté là, un cadre pour le vieillissement de la population, puis un des premiers principes qui a été mis en place pour adopter ce cadre-là d'encadrer le vieillissement de la population, c'est l'équité entre les générations. Donc, d'avoir un cadre qui permettrait justement d'aller toucher aux différents facteurs qui vont avoir un impact sur la retraite. Puis, on l'a mentionné brièvement, mais il y a beaucoup d'inégalités à la retraite que c'est un reconduit, si on veut, de ce qui se passait avant la retraite. Donc,
pour nous, agir pour prévenir les inégalités à la retraite, bien, c'est aussi d'investir en éducation, c'est aussi d'investir dans la santé des communautés parce que ça a aussi un impact là, sur les inégalités à la retraite. Donc, je pense que un cadre pourrait nous aider à d'abord structurer qu'est-ce qu'on attend de tous et chacun dans la société, puis dans un deuxième temps, là, de nous permettre d'établir une feuille de route sur comment est-ce qu'on peut assurer là, une bonne transition au niveau du vieillissement de la population. Moi, je trouve personnellement que c'est une très bonne idée. Je pense qu'on devrait en prendre note, honnêtement. Je trouve une bonne idée. Et ça ne coûterait aucun point de base pour mettre en place. Donc, une bonne nouvelle. Donc, je vais passer la parole à ma collègue. Merci, chers collègues. Merci à Force Jeunesse d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci également pour votre mémoire et les propositions qui ont une portée assez large, qui vont au-delà du document de consultation transmis aux fins de ces consultations particulières. De mon côté, au niveau du document de consultation publique, je me questionne sur la question du mécanisme d'ajustement automatique en cas de déséquilibre financier. Essentiellement, donc, le document de consultation donc, nous indique que dans des situations de déséquilibre financier, plutôt que de passer par des modifications législatives qui pourraient être longues et laborieuses, qu'un régime d'ajustement automatique pourrait être mis en place pour que ça aille un peu plus vite. N'est-ce que ce qu'on perçoit avec la proposition qui est ici, l'établissement d'un tel mécanisme, c'est qu'essentiellement, indirectement, donc on semblerait passer d'un régime de prestations déterminées à un régime de prestations cibles. Vous avez mentionné plus tôt que vous êtes venu dans la dernière législature nous parler de votre mémoire sur le régime à prestations cibles. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur cet élément-ci du document de consultation et sur l'impact au niveau de l'équité intergénérationnelle. Mais je commencerai en disant qu'il y a une différence pour nous entre parler de créer la possibilité d'avoir des régimes à prestations cibles dans le 3e palier de la retraite, puis modifier le 2e palier de la retraite qui, somme toute, a une portée sociale plus grande à ce niveau-là. Donc, je pense qu'il faut distinguer les deux. Après, on est tous et toutes conscients que c'est jamais une bonne nouvelle quand on commence à aller toucher aux prestations des retraités. Simon l'a mentionné à la fin de son exposé, mais c'est un peu comme si on jouait contre nous aussi, là, parce qu'on est les retraités de demain, donc j'ai pas nécessairement envie de couper les rentes de ma futur moi là, à ce niveau-là. Là. Donc, oui, exactement. Donc, je pense que sur cet aspect-là, c'est jamais la première décision qui doit être prise. Maintenant, il faut quand même être conscient que toute décision en matière de régime de retraite a des impacts qui peuvent être différents sur les générations. Puis, la question centrale, c'est toujours de voir comment est-ce qu'on peut évaluer c'est quoi les impacts des différentes propositions qu'on peut mettre en place, puis de voir comment est-ce qu'on peut partager au mieux le risque entre l'ensemble des participants là, pour le régime. Mais à l'heure actuelle, puis comme on l'a mentionné, on n'est pas d'avis là, qu'il faut changer le régime des rentes du Québec en régime à prestations cibles. Merci. C'est bon. Merci. Votre question est au niveau là, de votre proposition. 30 secondes, OK, sur les régimes sectoriels et les régimes de retraite volontaire. Là. Au début, vous parlez des trajectoires de vie active et des inéquités à ce niveau-là. Donc, j'aimerais vous entendre cette proposition-ci, comment ça répond à ça. Rapidement là-dessus, puis c'est une situation que j'ai personnellement vécue. En fait, depuis que je suis sur le marché du travail, je n'ai jamais eu accès à un régime complémentaire de retraite. Et ce genre de mesure-là permettrait à des salariés qui n'ont pas accès au régime de volontairement cotiser à un régime qui serait géré par des gens qui ont l'expertise de le faire et qui auraient un rendement supérieur à ce qu'ils pourraient peut-être administrer eux-mêmes. Donc, c'est un outil de plus qu'on ajoute aux citoyens pour qu'ils puissent épargner pour leur retraite. Merci. Certainement, je pense que c'est en phase aussi avec les habitudes des travailleurs des générations actuelles et futures. Merci beaucoup. Je cède maintenant la parole à la députée de Mercier. Merci beaucoup pour votre présentation.
Puis je voulais aller aussi là-dessus sur ce que ma collègue parlait, là, les régimes volontaires là, ou sectoriels. Qu'est-ce que vous pensez aussi de l'idée, par exemple, parce que dans certaines périodes de notre vie, comme vous le dites, bien, des fois, on cotise pas assez ou on fait de longues études, on fait des arrêts. Tu sais, les jeunes, c'est pas tout linéaire, là. Mais par exemple, un peu plus tard dans notre vie, où on a un bon salaire, on a envie de cotiser pour compenser. Est-ce que au RRQ, est-ce que ça, c'est quelque chose qui serait auquel vous aurez réfléchi? C'est une idée comme ça que je lance, c'est-à-dire de cotiser pour rattraper les années auxquelles on n'a pas assez cotisé parce qu'on n'avait pas de revenus. De faire un peu comme dans les REER, là, où on peut rattraper nos années. Oui, mais pour le RRQ. Ouais. Bien, a priori, on ne serait pas contre. Il faudrait voir avec les actuaires si c'est quelque chose qui peut se faire. Mais je veux dire, nous, à proprement parler, on n'est pas contre cette idée-là. Je pense que, par contre, il va falloir être clair dans les consignes qu'on va envoyer aux citoyens pour qu'ils comprennent l'implication là, de faire cette cotisation supplémentaire-là. Parce que, contrairement à un REER, on ne peut même pas, avec pénalité, le retirer avant l'âge de la retraite. Là. Donc, je pense qu'il faut juste s'assurer d'avoir toutes les informations qui sont disponibles, mais pourquoi pas? Bien, puis, je voulais, bien, merci. Je voulais aussi vous remercier d'avoir parlé des risques environnementaux. Je veux dire, je ne m'attendais pas à moins de la part d'un organisme jeunesse. C'est très important. Je ne sais pas si d'autres groupes aussi vont en parler. C'est pas juste intéressant, c'est même nécessaire. C'est à plus long terme. Ça ferait partie des choses qui seraient discutées dans le conseil des partenaires, là, par exemple, des choses pour le futur. Tout à l'heure, on avait la présidente de la FTQ qui, elle, était prête là, à sortir avec tous les membres dehors, là, puis elle nous l'a dit très, très clairement, là, même s'il y avait une grosse tempête, contre la prestation cible. Là, quand vous répondiez à ma collègue, ce que j'entendais, c'est que, évidemment, vous ne voulez pas que votre futur moi puisse être pénalisé, mais en même temps... Est-ce que vous avez comme un non ferme ou vous êtes ouvert à ça? En fait, c'est dur de se prononcer sur un scénario hypothétique, mais avec ce qu'on a sous les yeux dans le document de consultation, la viabilité financière du régime, pour nous, il n'y a rien qui justifie à l'heure actuelle qu'on modifie le régime de prestations déterminées à prestations cibles. Par contre, il faut se dire, disons qu'il y avait une catastrophe, une crise importante, il faudrait, je pense, analyser les décisions à prendre sur le régime dans le même cadre d'analyse qu'on vous a présenté, c'est-à-dire en se questionnant sur l'impact sur l'ensemble des générations. Donc, si de maintenir le niveau de prestation actuel avait un impact démesuré sur d'autres générations, je pense que comme société, on devrait se permettre au moins d'avoir la réflexion et non pas d'appliquer un mécanisme automatique. Donc, c'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Bien, en attendant d'avoir le conseil des partenaires, on fait cet exercice-là aux 6 ans. Donc, c'est ce que vous dites, on pourrait y réfléchir un peu plus tard. Puis ce que j'entends aussi, ce qui est important, il y a des risques. Puis je comprends, le ministre, il dit qu'il faut qu'on ait un équilibre parce qu'après ça, si on prend les mauvaises décisions puis que finalement, ça a un impact sur la santé financière du régime qui est correct maintenant, plus tard, là, qu'est-ce qu'on va faire et tout ça. Sauf qu'en même temps, il ne faut pas... Puis ce que je vous entends aussi, ce que j'entends beaucoup de gens dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que ce risque-là soit porté par les individus qui sont là, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils prennent leur retraite, même s'ils savent que ça les pénalise. Il faut que ça soit quelque chose de collectif, puis pas prendre des décisions maintenant baissées à 60 ans pour des gens qui, aujourd'hui, souffrent, par exemple, de l'inflation et tout ça. Merci. Je vous remercie pour votre contribution. Merci. À nos travaux, sincèrement. La commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, jeudi 9 février 2023. Après les avis touchant les travaux des commissions, où elle poursuivra son mandat. Merci. Bonne fin de journée.